Donc, bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes pour avoir le plus de participants possible avant de commencer. Donc, j'attends encore un petit 2 minutes, puis ensuite, on va débuter. Bonjour à toutes et à tous. On va bientôt commencer. On accepte encore quelques personnes et puis on va démarrer. Merci beaucoup. Donc, Je propose de super. commencer. Oui. Donc, alors bienvenue à tous et à toutes pour cette présentation concernant la réglementation sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, le RRVPE, plus spécifiquement sur le volet des produits pharmaceutiques. Donc, nos présentateurs aujourd'hui sont Alain Renard, directeur programme de gérance de la RPS. Alain est un expert en économie circulaire et responsabilité élargie des producteurs. Selon son rôle à l'RPS est de coordonner le développement des programmes et leur mise en œuvre avec toutes les parties prenantes nécessaires pour assurer la conformité vis-à-vis du RRVPE. Il gère les programmes du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard et donc bientôt du Québec, pour lequel il est le représentant officiel de la RPS. Nous avons aussi Nicolas Demers, conseiller en environnement chez Recyc Québec. Dans le cadre de son rôle chez Recyc Québec, Nicolas gère des programmes d'aide financière pour soutenir la performance de la gestion des matières résiduelles, conseille les organisations sur les solutions pour réduire leur impact environnemental et effectue le suivi des programmes de responsabilité élargie des producteurs, la REP au Québec, découlant de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, avant de céder la parole à Nicolas pour la présentation, je veux juste vous dire que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le clavardage et ultérieurement, on répondra à vos questions. Alors, bonne présentation. Merci Stéphanie. Donc, merci à tous d'être présents pour cette séance d'information conjointe organisée avec la RPS, qu'on remercie d'ailleurs pour l'organisation. C'est aussi en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la Faune et des Parcs, qui a aussi produit le contenu que je m'apprête à vous présenter. Il y a certaines des entreprises qui sont présentes aujourd'hui qui ont déjà reçu la documentation que je m'apprête à présenter. Pour d'autres, ça va être du nouveau. Alors, on va essayer de rendre cette présentation-là pérenne pour qu'elle soit pertinente pour tous. Là, je vais... Et voilà, ça marche, voilà. Donc, pour aujourd'hui, en fait, comme je vous disais, c'est une présentation conjointe. Donc, d'abord, je vais vous présenter le cadre réglementaire et par la suite, la RPS va présenter vraiment comment son programme fonctionne parce qu'il a été reconnu par Recyc Québec pour la mise en œuvre d'un programme de récupération pour les produits pharmaceutiques au Québec. Donc, ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives.
Donc, comme je vous disais, on commence avec le cadre réglementaire pour les produits pharmaceutiques. D'emblée, avertissement important, cette présentation-ci, c'est une séance d'information, mais évidemment, ça ne remplace pas la lecture et la compréhension du règlement. Donc, sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises, là, qui est disponible là, sur les GIS Québec et plusieurs références là, dans les sites des ministères et organismes. Donc, on vous recommande vraiment d'aller chercher cette information-là puis déterminer si vous êtes visé, si c'est pertinent et de vous familiariser là, avec les exigences. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'abord un tour d'horizon du cadre très large là, de la responsabilité élargie des producteurs tel qu'il est défini comme concept et donc qui a mené là, à l'élaboration du règlement là, sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, par contre, c'est vraiment la nouvelle catégorie de produits qui a été ajoutée là, en 2022 et qui entre en vigueur cette année, des produits pharmaceutiques. Et plus spécifiquement là, pour les entreprises qui seraient visées. Donc, le calendrier de mise en œuvre qui est requis par le règlement, là, donc les dates importantes là, pour l'entrée en vigueur des programmes. Et donc, les étapes, là, les prochaines étapes là, pour se conformer à l'égard de ces obligations-là, si vous êtes visé pour REC Québec, pour le ministère, et donc en vertu là, de la loi sur la qualité de l'environnement. Et donc, à la fin, on va terminer avec les liens utiles là, que donc certains là, vous avez déjà consultés, mais je vous y réfère là, définitivement. Donc, pour ceux qui seraient moins familiers avec le concept de responsabilité élargie des producteurs, en fait, c'est défini par l'OCDE comme un instrument de politique de l'environnement qui étend les obligations du producteur à l'égard d'un produit jusqu'au stade de son cycle de vie situé en aval de la consommation. Donc ça, c'est très large, mais dans les faits, c'est principalement, là, ça vise à sensibiliser, responsabiliser là, les entreprises relativement à l'impact et surtout au coût de la récupération et de la valorisation des produits qu'elles mettent en marché lorsqu'elles atteignent la fin de leur vie utile, donc en fin de vie. Donc, c'est intéressant pour les entreprises là, de considérer l'impact que les produits qu'ils mettent en marché ont là, sur non seulement, dans le cas des produits pharmaceutiques, il y a des impacts sur les écosystèmes, mais également sur la santé humaine s'ils sont mal gérés là, en fin de vie. Et donc, il y a cet impact-là, mais il y a également un double impact là, qui est également quand on transfère cette responsabilité-là vers les entreprises responsables de la mise en marché des produits, qui est de essentiellement là, éviter ces coûts-là aux municipalités ou aux autres paliers de gouvernement qui traditionnellement sont responsables de la gestion de ces produits-là. Donc, puis au final, ça revient à nous, là, à titre de citoyens qu'on paye avec nos taxes et nos impôts. Et donc, ça a ce double impact-là qui est quand même très intéressant, là, qui repose aussi là, sur essentiellement le principe de l'utilisateur-payeur, donc de responsabiliser les utilisateurs, les producteurs, ceux qui sont impliqués dans le cycle de vie du produit. Donc, je passe rapidement sur cette diapositive-là, mais c'est bien pour comprendre, là, pour ceux qui sont moins familiers, que le concept de responsabilité élargie des producteurs, ça existe, ça a apparu dans les années 70, mais c'est bien implanté depuis les années 80 dans l'OCDE. Même si la majorité là, des systèmes de REP ont été créés depuis 2001, dans les faits, là, il y a peut-être des entreprises ici là, qui sont déjà familiers avec la REP, considérant qu'ils mettent en marché des produits qui sont déjà visés par le règlement au Québec ou par d'autres règlements basés sur la REP dans d'autres provinces. D'ailleurs, c'est ça au Canada, au moins, là, la plupart des provinces ont au moins un produit là, qui est géré à travers la REP. Le Québec est le chef de file de la REP au Canada. Bon, je vais vous en venir plus loin, mais on ne peut pas se comparer nécessairement. Mais bon, en termes de nombre de programmes qu'on a au Québec, c'est certain qu'on est assez prolifique. Là. Vous allez voir qu'il y a plusieurs matières là, qui sont quand même assujetties. Puis c'est en évolution, donc ce n'est pas exclu qu'il y ait des nouvelles matières éventuellement là, qui soient rajoutées au règlement. Plus réglementaire, là, comment c'est encadré au Québec? En fait, ça découle vraiment de la politique québécoise de la gestion des matières résiduelles, là, le concept est introduit dans celle de 98-2008, mais qui a été reconduite et qui est en vigueur aujourd'hui. Et donc, la responsabilité élargie des producteurs est enchâssée dans la politique de gestion des matières résiduelles et encadrée par des règlements là, celui qui nous intéresse le plus, c'est vraiment celui-là sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises.
entré en vigueur en 2011. Mais ceux qui s'intéressent un peu au secteur, il y a aussi là, la modernisation de la consigne et de la collecte sélective qui est en cours, qui découle d'une modernisation des systèmes en 2022, qui intègre là, certains éléments de REP aussi. Donc, c'est un concept qui est très populaire là, pour les impacts que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, là-dessus, comme je vous mentionnais, les produits pharmaceutiques, c'est une nouvelle catégorie de produits qui est ajoutée au règlement, qui comprend déjà plusieurs autres matières là, qui sont assujetties. Donc, les producteurs de ces produits-là sont également là, assujettis en fonction du même règlement et ont les mêmes obligations avec les nuances là, et les adaptations nécessaires pour leurs différents types de produits. Et donc, là, je vous les ai nommés ici, mais bon, il y a les produits électroniques, les piles, les lampes au mercure, les peintures, les huiles antigel liquides de refroidissement et leurs contenants et les filtres. Et plus récemment, là, les appareils ménagers et de climatisation et les produits agricoles. Donc, vous avez peut-être entendu parler de GoRecycle et de AgriRécup, là, qui sont des nouveaux organismes de gestion reconnus qui ont commencé leurs activités là, dans les dernières années parce que ces nouvelles catégories de produits-là ont été assujettis. Et donc, pour 2024, il y a deux nouvelles catégories de produits. Une qui nous intéresse, qui est vraiment celle des produits pharmaceutiques. Mais il y a aussi les contenants pressurisés là, de combustible qui entrent en vigueur en même temps. Il y a peut-être certaines entreprises qui mettent en marché plusieurs types de produits qui sont peut-être déjà assujettis en vertu du règlement. Donc, pour vous, la compréhension est plus simple. Mais pour le reste, c'est davantage une mise en contexte là, de vraiment toutes les matières qui peuvent être visées par le règlement, puis de voir que ça ratisse très large, puis que ça rassemble beaucoup de producteurs puis d'acteurs de la société là, qui mettent en marché certains produits là, qui ne sont pas pris en compte là, dans les systèmes traditionnels de collecte là, de certaines matières résiduelles, notamment la consigne, la collecte sélective. Donc, on arrive à ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui pour vous, qui sont les produits pharmaceutiques. Donc, le règlement, comme je vous disais, il faut vraiment se pencher sur le règlement pour aller lire l'ensemble des articles. On vous les a simplifiés, mais on a reproduit la définition là, à peu près textuellement. Vous pouvez aller le voir en haut, c'est l'article 53.0.24 du règlement. Donc, le règlement assujettit vraiment trois grandes sous-catégories de produits à l'intérieur de la catégorie des produits pharmaceutiques. Donc, je vous l'ai dit rapidement, les médicaments, les produits médicaux, donc que ce soit d'ordonnance ou en vente libre, les produits de santé naturelle, donc au sens là, du règlement sur les produits de santé naturelle fédéral, avec des nuances, et les objets piquants, coupants et tranchants, qui sont les objets PCT ou Sharps dans le monde anglophone. Donc, ces trois sous-catégories de produits-là sont assujettis à la réglementation. Donc, si vous êtes un producteur ou d'un distributeur ou grossiste ou détaillant, ou on va le voir plus loin, là, si vous êtes visé à titre d'entreprise en fonction là, de votre chaîne d'approvisionnement, pour ces produits-là, ben, vous êtes assujetti au règlement. Il y a des exceptions, on va le voir à la diapositive suivante, mais bon, globalement, médicament, c'est défini comme toute substance mélangée ou non à d'autres substances pouvant être employée pour le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique ou psychique anormal ou de leurs symptômes chez l'homme ou chez les animaux de compagnie au sens de la loi sur le bien-être et de la sécurité de l'animal. Donc, il y a ce dernier aspect-là qui est important, que ça vise également les médicaments destinés aux animaux de compagnie. Même chose pour les produits de santé naturelle. Donc, le secteur vétérinaire, le secteur animalier pour les animaux de compagnie est visé aussi. Pour les produits de santé naturelle, on parle un peu de la même définition. En fait, on parle de la définition des produits de santé naturelle fédérale avec des nuances que je vais vous expliquer, comme je vous disais. Et pour les objets piquants, coupants, tranchants, c'est vraiment conçu pour perforer la peau et utilisé à des fins médicales, incluant tout ce qui est conçu pour y être attaché et qui entre en contact avec un produit à la première sous-catégorie. Donc, des objets piquants, coupants, tranchants servant à administrer des médicaments. Et donc, lorsque ces objets sont conçus pour les animaux, seuls sont visés les objets conçus pour les animaux de compagnie. Donc, vraiment, le règlement isole les animaux de compagnie comme ceux étant visés et exclut, là, par exemple, les animaux du milieu agricole ou sur la ferme, etc.
Donc, c'est des définitions qui sont assez larges. Le règlement, pour les autres matières, ne va pas tomber spécifiquement dans une description de produit parce que ce serait impossible de le faire pour tous les secteurs. Donc, la définition sert à englober la majorité là, des produits là, qui sont mis à la disposition du consommateur au Québec et dans la majorité des lieux. Et donc, il y a cet exercice-là, là, si vous mettez en marché ces catégories de produits-là, de déterminer si ça entre vraiment là, dans la définition du règlement. Donc, ça, pour des interprétations réglementaires plus spécifiques, je vais vous le mentionner plus tard dans les rôles, mais il faut contacter le ministère de l'Environnement. Recé Québec, on peut vous accompagner pour, dans les grandes lignes, là, décider si vous êtes visé ou pas. Mais si vous avez vraiment une interprétation à aller chercher sur une disposition spécifique, il faut le faire à ce moment-là avec le ministère. Donc, je vais passer à la prochaine diapositive avec les exceptions. Donc, ici, le règlement exclut 7 catégories de produits qui ne seront pas visés là, par le règlement au Québec. Le premier, c'est le plus important, c'est une exemption qui peut toucher plusieurs sous-catégories de produits. Ce sont donc les produits utilisés dans le cadre de la fourniture de soins par un professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions ou contre rémunération, notamment dans un établissement visé par la loi sur les services de santé et les services sociaux et la loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Autochtones CRI. Donc, au sens de ces lois-là, dans ces établissements-là, par un professionnel, ces médicaments-là ou ces objets PCT-là ou ces produits naturels-là ne seraient pas visés. Il y a aussi un cabinet privé de professionnels au sens de ces mêmes lois, une clinique vétérinaire, une animalerie, un zoo, un parc et un jardin zoologique. Ça fait un peu référence à ce qui n'est pas animal de compagnie. Et donc, ces éléments-là sont exclus, ces produits-là, dans ces contextes-là, sont exclus de la réglementation. Et donc, si votre entreprise produit certains produits médicaux ou naturels, etc., pour qu'ils soient utilisés uniquement dans ces contextes-là, votre entreprise ne serait pas visée dans ce cas spécifique-là. Si, par contre, vos produits sont soit prescrits ou en vente libre ou sont administrés par le consommateur lui-même, ces produits-là sont visés. Donc, ça, c'est une grande distinction qu'il y a à faire avec les exclusions. Pour la suite, là, les exemptions 2 à 7, c'est des produits plus spécifiques. Donc, des désinfectants pour verres de contact, produits antipelliculaires, shampoings, antisudorifiques et écrans solaires. La nuance ici, c'est que les écrans solaires sont visés comme par le règlement fédéral sur les produits naturels, mais sont exclus par la réglementation québécoise pour la responsabilité large des producteurs. Et donc, ils ne seront pas considérés. Les rince-bouches et les dentifrices, les pastilles contre la toux, les maux de gorge et la mauvaise haleine, les substances topiques ne contenant ni antibiotiques, ni agents antifongiques, ni substances anti-inflammatoires et les produits radiopharmaceutiques. Donc, comme je vous disais, là, si vous avez besoin d'interprétation par rapport à ces produits-là, c'est important là, de vous adresser au bon interlocuteur pour certains produits. Donc, ça pourrait être vers le ministère, mais si vous voulez une interprétation plus générale là, de si votre type d'entreprise est visé, vous pouvez vous adresser à nous. Donc, c'est à peu près ça pour les produits visés. Cette diapositive-là est importante à consulter pour déterminer si vous êtes visé. Donc, d'abord, on établit si vous mettez en marché des produits là, qui sont visés par le règlement qu'on vient de discuter. Par la suite, considérant que les chaînes d'approvisionnement ne sont pas toujours identiques et ils changent là, entre les différents secteurs, le principe général du règlement est présenté ici à cette diapositive-là. C'est certain qu'au nombre de produits qui sont mis en marché là, dans le secteur pharmaceutique, il y a des discussions à avoir là, pour différents secteurs. Là. Donc, il y a des discussions à avoir entre les grossistes et les fabricants, etc. Mais je vais vous expliquer le principe d'entonnoir avec lequel le règlement fonctionne pour toutes les différentes catégories de matières. Donc, le principe général, c'est que c'est le détenteur de la marque de commerce, du nom ou du signe distinctif qui a un établissement au Québec qui est responsable du produit, donc qui est assujetti en vertu du règlement et qui devra déclarer ces produits-là et
essentiellement être l'entreprise qui est responsable de ces produits-là en fonction de la réglementation. Donc, ça, c'est le cas idéal, entre guillemets. Dans d'autres cas, soit que dans les deux cas où l'entreprise n'a pas d'établissement au Québec ou le produit n'a pas de marque, de nom, de signe distinctif, ce sera le premier fournisseur qui est responsable de la gestion de ce produit-là. Donc, que ce soit un distributeur, un grossiste ou peut-être un détaillant dans un cas spécifique où il s'approvisionnerait directement à l'extérieur du Québec pour ce genre de produit-là. Donc, le principe, c'est vraiment ça, c'est que sans marque de commerce, sans détenteur de marque ou ayant un domicile au Québec, ce sera vraiment le premier fournisseur ou le détaillant, donc le distributeur, le grossiste ou le détaillant. Il y a un cas de figure où les entreprises en dehors du Québec peuvent être visées aussi. C'est le cas des ventes en ligne directement aux consommateurs. Donc, quand il n'y a pas d'intermédiaire entre une entreprise qui est à l'extérieur du Québec et qui vend directement en ligne aux consommateurs québécois, c'est cette entreprise-là qui va être visée. Mais s'il y a un autre interlocuteur ou un intermédiaire là, dans la chaîne d'approvisionnement, généralement, c'est celui-là qui va être visé. C'est le cas là, notamment des sites web transactionnels ou une entreprise qui est au Québec, qui opère un site web transactionnel qui permettrait à une autre entreprise hors Québec là, de mettre en marché des produits. Cette entreprise-là, à titre d'opératrice d'un site web, pourrait être visée là, pour ces produits-là. Donc, c'est important aussi de mentionner la dernière ligne en bas là, qui est que les petits fournisseurs au sens de la loi sur la taxe de vente du Québec sont exclus. Donc, moins de 30 000 de chiffre d'affaires. Et je ne veux pas me lancer dans plus de nuances que ça, mais vous pouvez aller consulter cette loi-là là, si vous voulez avoir cette nuance-là. Donc, on passe dans le concret du programme de récupération. Donc, si vous déterminez que vous mettez en marché les produits visés et que vous êtes visé selon la détermination à titre de la chaîne d'approvisionnement, à titre de détenteur de marque ou de premier fournisseur, ou les autres cas de figure, vous devrez donc mettre en place un programme de récupération pour les produits mis en marché au Québec ou rejoindre un programme reconnu par REC Québec pour la récupération des produits de votre catégorie ou des types de produits que vous mettez en marché. Donc, l'obligation générale, c'est d'élaborer, financer, mettre en place et opérer un programme de récupération et de valorisation des produits pharmaceutiques visés, similaire à ceux mis en marché au Québec pour lesquels il est détenteur de marque ou, le cas échéant, un premier fournisseur. Donc, ça, c'est pas une nuance, mais c'est un aspect important là, du programme où une entreprise qui décide de mettre en œuvre son propre programme, c'est souvent une conception erronée qu'on rencontre. L'entreprise doit récupérer tous les produits de la sous-catégorie des produits qu'il met en marché. Parce que c'est les exigences du règlement là, pour l'universalité d'un système de récupération. Donc, les obligations requièrent vraiment un système de points de dépôt universel, gratuit pour tous les produits de la sous-catégorie. Donc, pour les entreprises individuelles, parfois, c'est souvent plus efficace pour eux de rejoindre un programme reconnu parce que de manière opérationnelle, il y a quand même des enjeux là, pour certains types d'entreprises. Et donc, là, il y a toujours un organisme qui est reconnu par REC Québec pour mettre en place un programme de récupération au nom des entreprises qui sont visées au Québec. Donc, pour la catégorie des produits pharmaceutiques, c'est l'Association pour la récupération des produits de santé, l'ARPS, notre coprésentateur, qui est responsable et qui a eu la reconnaissance de REC Québec là, pour la mise en place d'un programme de récupération. Et donc, Alain va pouvoir vous expliquer là, un peu plus loin là, les tenants et aboutissants du programme, mais je vais aller là, rapidement là, sur les obligations et les différentes mesures qu'un programme doit mettre en place. C'est la même chose pour un organisme reconnu comme la RPS que pour une entreprise qui voudrait se faire son propre programme. C'est vraiment à peu de différence près, là, vraiment les mêmes obligations, incluant la reddition de compte, etc. Donc, vous allez le voir dans les prochaines diapositives. Mais avant, j'aimerais bien vous parler des rôles et des responsabilités d'un programme, d'un système de REP, comme il va l'être pour les produits pharmaceutiques. Donc,
dans les faits, c'est important là, pour les prochaines étapes. Et si vous avez des questions, etc., sur comment ça fonctionne, c'est vraiment les grandes lignes là, de comment les acteurs interagissent là, à travers un système de REP. Donc, à gauche, complètement en bleu, on a le ministère de l'Environnement qui est responsable des travaux législatifs, donc pour l'élaboration du règlement, ajouter des nouvelles matières, etc., et des modifications. Et donc, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ils sont responsables aussi des interprétations réglementaires. Donc, si vous avez des questions là-dessus, c'est vraiment à eux qu'il faut les diriger. Et on va en parler plus tard, mais ce qui est intéressant aussi, c'est leur rôle de contrôle et d'application de la réglementation à travers le Bureau d'expertise en contrôle, le BEC, qui est responsable d'émettre les sanctions pour le non-respect du règlement. On va en parler tout à l'heure. Donc, REC Québec est responsable de la reconnaissance de l'organisme et du suivi des programmes, incluant la reddition de comptes. Donc, annuellement, à chaque année, nous, pour tous les programmes de REP, on reçoit des rapports annuels avec la performance des programmes, on suggère des modifications, des bonifications, des recommandations, on évalue la pertinence des données, etc. Donc, c'est vraiment c'est une collaboration entre les programmes, que ce soit des entreprises, que ce soit des organismes de gestion reconnus et REC Québec, qui est l'organisme mandaté pour suivre les programmes de REP. Et là, on passe à la RPS qui, au final, a les mêmes rôles et responsabilités que les autres OGR pour les autres matières, mais spécifiquement là, pour les produits pharmaceutiques, ils ont la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un programme valable en vertu du règlement pour les produits pharmaceutiques. Ils doivent donc entreprendre des démarches avec les pharmacies communautaires, les cliniques vétérinaires pour établir le réseau de points de dépôt. Ils peuvent conclure les contrats appropriés là, pour gérer différentes matières en fonction là, des exigences réglementaires. Et pour financer ce système-là, il peut percevoir une contribution là, des membres là, qui sont visés par le règlement. Et au final, comme je vous le disais, une rencontre là, annuellement à REC Québec du moment que le programme est commencé. Je vous rappelle que le programme n'est pas commencé, ça commence en juin prochain. On va revenir aux dates, mais donc la première édition de compte va venir en 2025, mais dans les faits, c'est une partie intégrale là, du fonctionnement du règlement. Puis à droite, là, le comité de suivi, je passe rapidement, mais vous voyez les différents types d'acteurs qui sont impliqués dans des comités de suivi à travers tous les programmes pour justement favoriser la collaboration puis être certain qu'il n'y a pas nécessairement d'enjeu de performance ou de quoi que ce soit au niveau de la récupération. Donc, là, je vous amène vers les différentes obligations qu'un programme a, en fait, qu'une entreprise a pour la mise en œuvre de son programme. Essentiellement, ces éléments-là, ils sont copiés du règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. Elles sont en format plus digérable ici, mais comme je vous disais, je vous invite là, à aller vraiment les consulter dans le règlement. Et donc, c'est les obligations pour, comme je vous le disais, que ce soit un programme de gestion, un organisme de gestion reconnu comme la RPS, mais aussi pour n'importe quelle entreprise qui décide de se démarrer son propre programme. Donc, fondamentalement, c'est de prévoir la gestion des produits pharmaceutiques récupérés de manière à assurer leur valorisation, donc, ou leur élimination sécuritaire, en vertu du cadre réglementaire là, pour différents types de matières. Donc, prévoir des points de dépôt permanents où les gens pourront rapporter gratuitement tous leurs produits pharmaceutiques visés pour chaque municipalité régionale et territoire. On va voir les chiffres un petit peu plus loin, mais c'est quand même assez exhaustif en termes de couverture régionale. Donc, je vous rappelle que c'est vraiment gratuitement et permanent. Donc, des centres où les gens vont pouvoir en permanence venir reporter leurs produits visés. Et donc, évidemment, gérer les produits pharmaceutiques en fin de vie selon les meilleures pratiques et les règles de l'art, donc à toutes les étapes de la chaîne de valeur, que ce soit l'entreposage, la manipulation, la collecte, le stockage, le transport, etc., le traitement, la valorisation. Donc, c'est des éléments qui font partie de la reddition de compte annuelle à REC Québec.
Donc, prévoir des règles de fonctionnement qui vont déterminer là, justement ces différents modes d'opération-là pour les fournisseurs de services. Donc, un aspect important aussi, c'est d'assurer la traçabilité là, des produits récupérés. Donc, ça, c'est souvent un enjeu là, dans le secteur pharmaceutique là, pour récupérer certains produits, pour la récupération des produits en fin de vie. Il n'y a pas beaucoup de données là, sur les quantités disponibles, etc. Donc, vraiment, c'est un des objectifs du programme d'avoir une meilleure traçabilité là, des quantités. Donc, également, prévoir la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement, parce que ça, c'est important de mentionner aussi que c'est vraiment le médicament ou le produit naturel qui est visé. Les objets piquants, coupants, tranchants, on parle de produits qui touchent aux produits. Donc, ça, effectivement, ça peut être des emballages, sauf que pour la suite, là, les autres types d'emballages ne sont pas visés. Donc, ça va être pris à travers une autre filière de récupération, mais ne sont pas comptabilisés en fonction là, du règlement. Donc, il y a quand même une obligation là, de prévoir la gestion de ces contenants-là en vertu de la hiérarchie des 3 RV. Même ceux qui ont servi au transport là, des quantités vers les centres de traitement. Je vais passer rapidement, là, mais également, donc, parce que ça se recoupe parfois, mais bon, finalement, c'est la gestion régionale ou locale des produits, que ce soit pour les produits pharmaceutiques, c'est un objectif pour l'ensemble des produits qui sont visés par le programme, par le règlement. Mais c'est vraiment essayer de favoriser les fournisseurs locaux là, à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, selon ce qui est techniquement possible là, dans les différentes régions. Également, prévoir des activités d'information, sensibilisation, information et d'éducation, ainsi que de la recherche et développement pour essentiellement évaluer là, la connaissance des citoyens du programme, mais aussi sur toutes les nouvelles techniques de valorisation et peut-être des nouvelles entreprises, des nouveaux fournisseurs, des nouveaux débouchés qui pourraient se développer suite à l'implantation de ce genre d'initiative-là à la grandeur du Québec. Donc, également, parlant de ça, ce qui est important, c'est vraiment, puis c'est comme ça pour tous les programmes, c'est vraiment de garantir une couverture universelle au Québec, là, donc vraiment de prévoir des mesures adaptées pour les territoires nordiques, les territoires autochtones, les territoires non développés, etc. Il y en a plusieurs régions du Québec là, où, on va le voir plus loin, là, mais il y a des exigences spécifiques par rapport à ça pour les produits pharmaceutiques. Et donc, rendre compte des résultats RSE Québec. Et les 2 derniers, c'est des études là, qui doivent être mises en œuvre après un certain nombre d'années du début du programme là, pour évaluer la connaissance des consommateurs, mais aussi connaître les quantités là, disponibles sur le marché qui n'ont pas été utilisées ou qui sont périmées. Comme je vous disais, le but du programme, c'est également d'obtenir beaucoup plus de données sur ce qui est disponible sur le marché puis au sein des consommateurs. Donc, pour les points de dépôt, ça, c'est une spécificité des produits pharmaceutiques en particulier. Donc, on requiert à l'échelle de la MRC où un produit est mis en marché d'avoir au moins 40 des cliniques vétérinaires et au moins 80 des pharmacies communautaires donc, comme point de dépôt permanent. Donc, ça, c'est une exigence assez exhaustive, importante. M. Renard et la RPS vont le confirmer que c'est quand même c'est assez important en termes d'exigence. Et même là, si dans certaines régions, il n'y a ni clinique vétérinaire ni pharmacie communautaire, on requiert 100 des dispensaires là, du territoire là, qui doivent devenir un point de dépôt permanent. Et donc, ça, je réitère que ce n'est pas nécessairement seulement pour l'organisme de gestion reconnu, c'est pour toutes les entreprises qui sont visées. Donc, c'est vraiment de mettre en place un point de dépôt pour vos produits à l'échelle de la MRC où vous mettez en marché là, pour ces quantités-là là, de points de dépôt. Pour la suite, il y a également là, des exigences au niveau là, des conditions d'entreposage puis de manipulation là, qui découlent des différentes de la réglementation sur les déchets biomédicaux, par exemple, ou autres. Donc, assurer des conditions d'entreposage et de manipulation sécuritaire. Et également, là, comme je l'avais mentionné, les points de dépôt doivent être gratuits.
parce que c'est le principe là, de la responsabilité élargie des producteurs, c'est que ça ne devrait pas nécessairement être un frein là, à la récupération de certains produits selon les différentes marques. Là. Le but, c'est vraiment d'avoir des produits homogènes qui peuvent être récupérés de manière homogène. Et ce qui est important aussi, c'est de mentionner, c'est que le règlement requiert que les points de dépôt soient en opération là, dès la mise en œuvre, en fait, dès l'entrée en vigueur des obligations, donc dès la mise en œuvre du programme qui arrive en juin 2024. Donc, ça arrive très rapidement. Donc, j'arrive à la page des sanctions où je vous l'avais mentionné tout à l'heure, il y a un processus. Une fois que en fait, le règlement mentionne là, que toute personne qui fait défaut de respecter une disposition est passible de soit une sanction administrative pécuniaire ou une sanction pénale. Donc, c'est en vertu là, des différentes obligations que je vous mentionnais tout à l'heure. Selon le manquement à différentes obligations, il y a différentes sanctions associées, que ce soit une personne morale ou une personne physique. Ce processus-là est assuré en collaboration entre Recyc Québec, qui a la reddition de compte des programmes, mais qui également est chapeauté par le processus là, de suivi réglementaire du ministère. Donc, ça peut être une différente direction là, du ministère, mais comme je vous disais, le bureau d'expertise en contrôle, c'est eux qui ont la responsabilité pour mettre en œuvre le processus d'enquête s'il y a des sanctions à émettre. C'est pas Recyc Québec qui s'en occupe, mais on est impliqué dans les discussions, là, considérant que souvent, c'est les petits marchés qui se connaissent, puis s'il y a certaines entreprises qui décident de ne pas participer, ça se fait rapidement, puis considérant que selon le principe de la REP, c'est les autres entreprises qui payent pour ces entreprises-là. Rapidement, c'est facile d'arriver à une résolution, considérant que tout le monde est du même avis. Donc, cet aspect-là, c'est important à le souligner. Donc, j'arrive vers ce qui est assez important pour les prochaines étapes, considérant que les échéances sont assez rapprochées. Puis ça, c'est fixé dans le règlement. Donc, une des raisons pour qu'on fait une séance d'information aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir l'opportunité de vous rappeler que ces dates-là existent et que, on est là pour vous accompagner pour votre choix au niveau de la mise en œuvre d'un programme ou de rejoindre la RPS, mais également là, pour toutes les questions là, de différentes documentations à soumettre, etc. On est compréhensif à l'effet que c'est un secteur qui est assez large, donc si les réponses ne sont pas obtenues dès la première journée. Donc là-dessus, je vous donne ça en prémisse, ça va vous dire que la date limite pour qu'un producteur avise Recyc Québec de son choix pour se conformer, c'est le 30 mars 2024, en fonction du règlement. Comme je le disais d'emblée, il y a plusieurs qui ont déjà soumis cet avis-là. C'est un formulaire là, qui est disponible à la page suivante, là, mais qui est disponible sur le site de Recyc Québec, qui est un avis d'intention. Donc, ça, c'est à soumettre le plus tôt possible là, si vous êtes visé, parce qu'après, il y a une période de 3 mois là, pour la mise en œuvre du programme puis la préparation qui va débuter là, pour le 30 juin 2024, qui est le lancement officiel du programme de l'ARPS qui a été reconnu, mais d'autres programmes éventuels s'il y a des entreprises qui veulent se partir un programme. Et donc, l'important, c'est vraiment de nous envoyer l'avis d'intention le plus tôt possible pour nous signaler votre choix, là, de soit rejoindre la RPS ou de débuter votre propre programme. On va y passer à la prochaine diapositive, mais ça implique d'autres documentations à fournir en même temps. Je vais finir là, le prochain calendrier. Donc, le 15 mai 2025, ce serait la date pour la première édition de compte annuelle à Recyc Québec pour un programme qui débute en 2024. Donc, le règlement demande une reddition de compte au 15 mai de l'année suivante. Donc, un envoi à Recyc Québec d'un rapport annuel incluant toutes les exigences qui découlent des obligations que je vous ai mentionnées aujourd'hui. Avec ça, il y a également toutes les exigences un peu connexes, là, donc l'audit des renseignements, les rapports, les états financiers audités, etc. Là, du programme. Il y a tous ces éléments-là s'il y a un programme qui est en place. Et donc, là, pour la suite, les deux études que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est 31 décembre 2028 et 31 décembre 2030 là, qui visent à déterminer le niveau de connaissance des consommateurs et par la suite d'évaluer les quantités là, de produits qui sont détenus par le consommateur, là, qui n'ont pas été encore utilisés ou périmés. Donc,
30 mars 2024 et 30 juin 2024 seraient les prochaines dates les plus importantes à se rappeler. Donc, pour se conformer, je réitère ce que je viens de vous mentionner là, au cours de la présentation. Donc, d'abord, chaque producteur doit faire un choix entre mettre en place, s'ils sont visés, entre mettre son propre programme en place ou devenir membre de l'ARPS qui a été reconnu par Recette Québec. Si vous le faites, vous êtes réputé avoir rempli vos obligations parce que vous êtes membre d'un programme qui est reconnu. Donc, au plus tard, le 30 mars 2024, chaque producteur visé doit aviser Recette Québec de son choix avec le formulaire qui est ici, qui est disponible sur le site de Recette Québec sur la page Responsabilité élargie des producteurs, qui est un formulaire d'avis d'intention. La plupart, parce que je ne veux pas dire la plupart, mais certains d'entre vous ici l'ont déjà remis, mais pour ceux que ce n'était pas vraiment le cas, il faudrait justement aller chercher ce formulaire-là. Puis je sais que la RPS l'a aussi à sa disposition, donc ce ne serait pas très difficile de le trouver. Si vous décidez de mettre en œuvre votre propre programme, c'est ce que je vous mentionnais, il va y avoir également un plan de programme à nous présenter parce que Recette Québec est quand même doit approuver le programme là, qui va être proposé. Et donc, pour aider les entreprises à structurer un peu leur démarche puis remplir les exigences, Recette Québec a monté une liste de vérification des éléments à inclure dans un programme, soit individuel ou commun. Ils sont ici. La note et la présentation va être disponible. Donc, si vous voulez aller chercher ça, ça va être disponible un peu après la présentation. Et donc, là, ces éléments-là servent à, disons, démontrer que vous avez mis en place toutes les exigences en vertu des obligations. Et après ça, il y a un dialogue qui s'ouvre avec Recette Québec pour voir si le programme est conforme ou pas. Donc, ça, c'est si vous faites votre propre programme. Donc, mais si vous décidez de rejoindre la RPS, juste l'avis d'intention avec la mention des produits qui sont visés, puis votre NEQ qui est très important. Donc, ça suffit là, pour le 30 mars. Et éventuellement, le 30 juin 2024, le programme doit être en vigueur parce que les obligations entrent en vigueur à cette date-là. Donc, que ce soit un programme individuel ou que ce soit le programme de la RPS. Donc, à partir de ce moment-là, le programme et les obligations vont être réputées débutées. Là. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir démontrer que vous avez un programme en place. Donc, pour la suite, comme je vous disais, pour les questions d'interprétation réglementaire ou en savoir plus sur le règlement en général, vous pouvez rejoindre le ministère ou aller consulter leur site web aux adresses suivantes. Sinon, pour les éléments que je viens de vous discuter aujourd'hui et plus généralement sur la REP, le fonctionnement, les avis d'intention, etc., vous pouvez consulter Recette Québec, donc à l'adresse qui est ici. Et à notre page Responsabilité élargie des producteurs là, qui contient la majorité de la documentation qui a été évoquée aujourd'hui. Et la RPS qui vont vous présenter beaucoup plus d'informations qui va être disponible ici, mais on a quand même mis l'information pour que vous puissiez l'avoir à disposition. Donc, c'est tout pour moi. Je vais laisser la place à Alain Renard pour le reste de la présentation. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Stéphanie. Merci à toutes et à tous de prendre votre temps, en effet, pour parler du RRVPE et plus spécifiquement des produits pharmaceutiques. Donc, comme Nicolas l'a indiqué, on va passer sur la présentation de l'Association pour la récupération des produits santé. C'est vraiment une présentation très générique, à haut niveau. On ne va pas rentrer dans tous les détails opérationnels. On vous encourage, si vous êtes des entreprises visées, à bien entendu nous contacter pour en savoir davantage. Si vous êtes des parties prenantes également, la RPS est très sensible à l'importance des parties prenantes, à également nous contacter pour connaître comment vous pensez être impacté et puis si vous avez besoin de plus d'informations sur comment vous pouvez jouer un rôle aussi. Donc, on souhaite par cette présentation vraiment faire un appel à intérêt. Donc, on va passer à la prochaine étape, prochaine slide, s'il te plaît, prochaine diapositive, pardon. Donc, l'Association pour la récupération des produits santé, ou Health Products Stewardship Association, HPSA en anglais. Comme Nicolas l'a souligné, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir été reconnus comme organisme de gestion reconnu par Recette Québec l'an dernier.
Mais pour information, nous avons plus de 20 ans d'existence depuis donc presque le début des années 2000. Nous opérons des programmes dans plusieurs provinces au Canada qui sont sous le régime de règlement visant la responsabilité élargie des producteurs. Donc, comme Nicolas l'a indiqué, les entreprises visées peuvent devenir membres de la RPS pour se conformer à leur obligation réglementaire d'avoir un programme en place. Et donc, actuellement, nous comptons plus de 150 membres qui sont donc des parties visées sur les différentes provinces au Canada et, entre autres aussi, bien entendu, au Québec. Comme Nicolas l'a indiqué, la problématique environnementale est vraiment significative. Donc, vous pouvez voir ici les chiffres d'objets médicaux pointus ou tranchants, donc les PCT qu'on a récupérés depuis le début de la RPS, donc plus de 3 millions de kilos. Et les produits médicaux, alors je me permets ici, Nicolas, de faire un petit détail. Au sens de la RPS et de son programme, les produits médicaux impliquent les médicaments, donc à la fois les médicaments sous ordonnance et en vente libre, et les produits de santé naturelle. Donc, on va juste s'assurer qu'en termes de nomenclature, on est correct, mais tout ça fait partie des produits pharmaceutiques, de la grande catégorie des produits pharmaceutiques. Et donc, on est présent en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario, à l'île du Prince-Édouard, depuis le début de l'année au Nouveau-Brunswick. Et donc, pour le Québec, à partir du 30 juin, la date officielle du lancement du programme. La prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, on va essayer de vous expliquer comment fonctionne le programme à haut niveau. Et c'est très important de comprendre, comme Nicolas l'indiquait, il y a beaucoup de parties prenantes pour faire en sorte que le programme soit d'une part conforme et soit aussi un succès. Donc, ici, on va parler de l'aspect opérationnel. Nicolas a parlé de l'aspect réglementaire, du fait que ce sont donc les entreprises visées qui doivent devenir membres. Ici, on va vous présenter comment fonctionne le programme donc pour les produits médicaux. Et comme je l'indiquais, les produits médicaux au sens du programme de la RPS visent à la fois les médicaments sous prescription, les médicaments en vente libre et les produits de santé naturelle. Donc, comme Nicolas l'a indiqué, il y a un réseau de points de collecte qui doit être mis en place dès le démarrage du programme, comme tu le soulignais, Nicolas. Donc, pour reprendre quelques chiffres, au total, c'est près de 2500 points de collecte si on compte la totalité des pharmacies communautaires, des cliniques vétérinaires et des dispensaires. Donc, c'est quand même un nombre significatif de points de collecte. Mais nous sommes très heureux de pouvoir compter sur nos partenaires, donc l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, l'Association des chaînes et bannières des pharmacies au Québec et aussi l'Association des médecins vétérinaires du Québec avec qui nous travaillons pour justement mettre en place ces points de collecte ainsi que les différentes organisations pour les dispensaires et les points de collecte dans les régions éloignées. Donc, comment fonctionne le programme d'un point de vue vraiment pratico-pratique? Les points de collecte doivent s'enregistrer dans un portail des points de collecte. On va vous présenter ça rapidement plus tard dans la présentation. Et donc, une fois que ces points de collecte, donc les pharmacies communautaires, les médecins, les cliniques vétérinaires et ultimement les dispensaires sont inscrites dans ce portail des points de collecte, ils deviennent disponibles sur une carte, un géolocalisateur qui est disponible sur le site de la RPS pour permettre justement au consommateur d'identifier quel est le point de collecte le plus proche de chez lui pour ramener que ce soit les produits médicaux ou les objets PCT. Donc c'est la toute première étape, c'est d'avoir l'enregistrement en tant que point de collecte et donc l'information pour les consommateurs. Une fois qu'un point de collecte est enregistré en tant que point de collecte officiel de la RPS et le point de collecte font en sorte que des contenants pour ces produits médicaux soient livrés au point de collecte. Donc, c'est les gestionnaires des points de collecte, que ce soit les pharmaciens ou alors les médecins vétérinaires qui font des commandes via ce portail.
et se font donc livrer des grands contenants de 60 litres de capacité, à peu près 23 kilos, pour recevoir finalement donc le retour des consommateurs. Donc à partir du moment où un point de collecte est enregistré dans le point de collecte, dans le réseau des points de collecte de la RPS, les consommateurs peuvent venir ramener finalement leurs produits médicaux, donc leurs médicaments sous prescription, en vente libre ou produits de santé naturelle, que le point de collecte va prendre de manière mélangée. Il va mettre dans ses contenants. Et donc, une fois que les contenants sont pleins, les responsables des points de collecte, via encore la plateforme des points de collecte, organisent finalement, demandent un enlèvement de ces contenants pleins de déchets avec le fournisseur de services que l'ARPS gère. Et par la même occasion, demande des contenants pour finalement pouvoir récupérer, accepter les retours des consommateurs dans des contenants vides. Et à partir de ce moment-là, c'est finalement une boucle qui commence. C'est l'ARPS, le fournisseur de services sélectionné, qui s'assure de la traçabilité, comme Nicolas l'indiquait, et de l'élimination sécuritaire de ces produits-là. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, je voulais rapidement mentionner, pour les couvercles au Québec, on va commencer avec ce qu'on appelle un couvercle à entrée unique. C'est une exigence de Santé Canada pour les substances contrôlées. Donc, c'est un one-way entry lead afin que, une fois que les produits médicaux sont mis dans ce contenant, ils ne puissent plus être retirés. Donc, il y a une doublure, un sac plastique placé à l'intérieur du contenant pour éviter les salissures. Et donc, le personnel du point de collecte attache finalement ce sac plastique avant le transport. Et puis, le tout est solidement fermé avant d'être fourni aux fournisseurs de services lors de l'enlèvement de ces déchets. La RPS a élaboré des feuillets de directives pour les points de collecte pour justement vraiment expliquer étape par étape comment organiser. Et lorsqu'un point de collecte s'enregistre en tant que point de collecte, il reçoit aussi des outils de communication pour le public, mais on va voir ça par après. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, on a vu pour les produits médicaux, comme je l'ai indiqué, pour l'instant, tous les produits médicaux sont récupérés dans un seul contenant. Et l'autre grande catégorie de produits dans le sens des matières résiduelles, c'est les objets piquants, coupants, tranchants, donc les PCT. Je ne vais pas revenir sur la première étape, c'est exactement la même, c'est-à-dire le point de collecte s'enregistre, donc il va être disponible. Il ne faut pas le faire deux fois, c'est pas parce qu'il y a deux diapositives différentes, donc le point de collecte ne le fait qu'une fois pour les deux flux de déchets. Mais contrairement aux produits médicaux, pour les objets piquants, coupants, tranchants, le point de collecte va distribuer des contenants antiperforants pour ces objets-là. On va le voir à la prochaine diapositive après. Et donc, en fournissant finalement une prescription en général, le consommateur va recevoir ce contenant qu'il va avoir chez lui à la maison, dans sa voiture ou ailleurs, pour pouvoir mettre ces objets piquants, coupants, tranchants. Et une fois qu'ils sont pleins, s'assurer de bien la fermer, le ramener au niveau du point de collecte, qui, ultimement, une fois que un carton de tous ces points de collecte, enfin de tous ces contenants sera plein, organisera via la plateforme des points de collecte l'enlèvement. Donc, comme Nicolas l'indiquait, il n'y a pas de différenciation au niveau des marques et des sous-catégories. C'est-à-dire que la RPS, en tant qu'organisme de gestion reconnu, va accepter absolument toutes les marques de ces sous-catégories de produits. Il n'y a pas de distinction sur une marque X, Y ou Z. C'est absolument tous les produits qui sont visés par le programme de la RPS. La prochaine diapositive. Donc, pour les contenants, pour les objets PCT, il y a deux tailles de prévues pour le Québec. Actuellement, on a un contenant de 1,8 litres qui est présent dans l'ensemble des provinces au Canada où nous opérons, et nous allons mettre en place un contenant de 5 litres. C'est une nouveauté, donc on attend les détails finaux.
Et quelque chose qui est important aussi, c'est au niveau des déchets qu'on appelle cytotoxiques. Donc, c'est les médicaments en général qui sont prescrits pour les traitements anticancéreux. Si nécessaire, il y a des listes. Et donc, le personnel du point de collecte doit s'assurer de mettre une étiquette sur le contenant lorsqu'il remet le traitement et le contenant. Ceci est important parce que, en termes de traitement, ces déchets cytotoxiques doivent être incinérés, comme pour les produits médicaux, alors que pour les objets piquants, coupants, tranchants non cytotoxiques, pour l'instant, le traitement est par autoclave, donc ils sont stérilisés. Vous voyez de la même manière que pour les objets médicaux, il y a des feuillets de directives pour les points de collecte pour s'assurer que les étapes dans le cadre de comment opérer sont claires pour le personnel des points de collecte. Je vais juste faire, avant la foire aux questions, aussi un petit détail important qu'on a appris. Les substances contrôlées, donc c'est en termes réglementaires, c'est la loi sur les substances contrôlées au fédéral. Les substances contrôlées ne peuvent pas être ramenées dans les cliniques vétérinaires en tant que point de collecte. On a eu un retour de Santé Canada à ce niveau-là. Donc, on va s'assurer de clarifier cette exigence pour les points de collecte que sont les cliniques vétérinaires. Et donc, pour les substances contrôlées, le retour devra être fait par les pharmacies communautaires. Donc, je voulais juste clarifier ce point-là. Prochaine étape. Et juste dans la même veine, l'idée est que, en dehors de ces substances contrôlées, si des produits médicaux pour humains sont ramenés dans des cliniques vétérinaires ou des produits pour animaux de compagnie sont ramenés dans des pharmacies communautaires, ça ne pose pas de problème. Donc, en dehors de cette problématique de substances contrôlées, les produits peuvent être ramenés dans n'importe quel point de collecte. Au niveau de la foire en question, donc, comme Nicolas l'indiquait, le principe est vraiment la gratuité pour à la fois les consommateurs, mais aussi les points de collecte. Donc, ça ne coûte rien de s'inscrire au portail des points de collecte, d'être un point de collecte pour la RPS. Et l'inscription des points de collecte est ouverte pour les points de collecte qui sont autorisés par les ordres, donc l'Ordre des pharmaciens du Québec et l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Qui délivre donc les produits pharmaceutiques au public. Donc, comme Nicolas l'indiquait, le programme de la RPS est vraiment pour les retours des consommateurs. Donc, c'est le troisième point. Le programme de la RPS ne remplace pas les services d'élimination des déchets commerciaux générés par les points de collecte, par exemple les inventaires de produits pharmaceutiques périmés. Nicolas a fait vraiment un excellent travail à détailler l'exemption, le premier point des exemptions, tout ce qui est cabinet médical, dentaire, milieu institutionnel, donc les hôpitaux, tout ce qui est fourni avec des soins de santé n'est pas couvert par le programme de la RPS. Donc pour pas mal de points de collecte, il va y avoir deux flux de déchets, un flux de déchets commercial et un flux de déchets retour des consommateurs à RPS. C'est quelque chose sur lequel on doit sensibiliser les points de collecte parce que ce n'est pas toujours clair, mais c'est important à souligner. Et donc, là encore, le dernier point, les contenants pour les objets piquants, coupants, tranchants fournis par la RPS sont uniquement destinés au retour des consommateurs, donc ne peuvent pas être fournis à des cabinets dentaires, ou même pour les points de collecte à utiliser pour leurs propres déchets commerciaux. Donc, par exemple, pour information, on a eu, suite à la Covid et aux campagnes de vaccination, de manière non adéquate, non adaptée, l'utilisation des contenants de la RPS pour des vaccins qui ont été faits par les pharmacies. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'était pas conforme au règlement qu'on a accepté, mais on tâche de vraiment souligner cet aspect d'utilisation pour les retours des consommateurs. La prochaine diapositive, merci. Donc, au niveau communication, Nicolas en a fait brièvement mention, merci.
C'est une exigence réglementaire de faire des campagnes d'information, sensibilisation, éducation. Donc, on appelle ça l'ISE dans le jargon. Et donc, ce qu'on fait, c'est à la fois, on communique avec donc, les points de collecte, afin que ces points de collecte aient des outils pour informer à la fois, bien entendu, leur personnel, mais aussi leurs consommateurs. On a des dépliants, des posters, beaucoup d'informations qui sont disponibles, que ce soit sur notre site internet, mais aussi qu'on envoie au point de collecte pour qu'ils puissent utiliser une fois qu'ils se sont inscrits en tant que point de collecte. Et on va aller à la prochaine diapositive. La RPS a commencé une campagne et va la poursuivre à travers le pays et donc au Québec, ça s'en vient aussi une fois que le programme sera lancé, pour justement rappeler aux consommateurs de ne pas jeter les médicaments ou les objets piquants, coupants, tranchants de manière inappropriée, que ce soit donc dans la toilette, dans les poubelles ou alors dans les éviers. On pense qu'avec ces campagnes de sensibilisation, on devrait avoir une interpellation du public. Et donc, on va compter sur nos parties prenantes et nos partenaires aussi pour justement communiquer sur cela. Quelque chose de très important que je souhaite mentionner aussi, c'est Nicolas a parlé des contenants et du contenu, je vais le dire comme ça. Donc, la RPS s'occupe vraiment du contenu, donc les produits médicaux et les objets PCT. La RPS a signé une entente avec EEQ, donc Éco-entreprise Québec, pour justement s'assurer qu'on puisse trouver des axes de collaboration et de communication pour que les consommateurs ne soient pas mélangés et comprennent que tout ce qui est contenant est principalement du ressort de EEQ et donc du bac bleu, et tout ce qui est contenu est plutôt du ressort de la RPS. Donc on va continuer à communiquer en ce sens-là, mais c'est quelque chose qui nous paraissait important à souligner. La prochaine diapositive. Et donc, pour ceux qui sont un peu curieux, et notamment qui pourraient être des représentants des points de collecte participant à cette séance d'information, je vais vous présenter le portail des points de collecte très rapidement et comment ça se passe. Donc, si vous êtes une clinique vétérinaire ou une pharmacie communautaire, et on va bientôt démarrer la campagne d'enregistrement des points de collecte pour le Québec. Tout va passer par ce portail. Donc, ce portail, en fait, est vraiment le point d'entrée unique, le one-stop shop en bon anglais, pour que les points de collecte puissent gérer leurs interactions avec la RPS et avec les fournisseurs de services. Donc, on a souhaité minimiser le travail des points de collecte et donc d'avoir quelque chose qui soit très simple. Donc les différentes étapes sont décrites ici. Il y a un guide qui va être fourni et des séances d'information qui a été faite avec l'AMVQ, donc l'Association des médecins vétérinaires du Québec, pas plus tard qu'hier, qui va être fait avec l'AQPP. On va contacter les bannières aussi afin de travailler avec eux pour s'assurer qu'en effet, on ait les cibles visées le plus tôt possible et si possible au démarrage du programme le 30 juin. Donc vous pouvez voir de manière très simple, il y a un compte utilisateur à créer. Il y a des renseignements sur le point de collecte à valider ou à rentrer. Quelque chose qui est très important, c'est de s'assurer qu'il y ait l'entente, le contrat des services d'élimination de déchets commerciaux et d'accepter les conditions générales. On veut s'assurer que le point de collecte comprenne la différence entre ces déchets commerciaux et les déchets du programme, donc les retours des consommateurs. Et enfin, l'étape qui revient régulièrement, c'est vraiment la commande des contenants. Donc pour le Québec, on va demander à ce que les contenants soient commandés parce qu'il y a notamment une transition avec le portail, avec le programme CIRSO qui est actuellement géré par le ministère de la Santé. Plus d'informations va vous être fournies dans les semaines qui vont venir. Et enfin, le même portail est utilisé aussi pour
planifier la récupération, l'enlèvement des contenants qui sont pleins via le fournisseur de services. Et donc, vous pouvez naviguer le portail des points de collecte en tant que point de collecte pour se familiariser. Et une fois qu'un point de collecte s'enregistre, il va recevoir des outils de communication, donc des posters, des autocollants. Et là, la dernière information, c'est au niveau de quand est-ce que les contenants arriveront. Comme c'est le démarrage d'un programme, on essaie de faire ça ni trop tôt ni trop tard. Donc, normalement, c'est en courant de juin ou on a mis 45 jours au plus tard après la première commande. On ira vraisemblablement au maximum à juillet, mais on souhaite que le programme commence, c'est pas on souhaite, on va faire commencer le programme le 30 juin, comme le règlement l'indique. La diapositive suivante. Donc, voilà, on a souhaité, encore merci pour votre attention et pour le temps que vous avez pris aujourd'hui. On va tâcher de récupérer toutes les questions qui sont dans le Q&A, questions-réponses, et puis dans le clavardage pour pouvoir vous faire une réponse. On va fournir aussi une synthèse en anglais de cette présentation, avec, là encore, les exigences clés et puis les détails du programme, mais vous pouvez contacter que ce soit le ministère, comme Nicolas l'a indiqué, et Recy-Québec avec Nicolas, ou aussi ma collègue Stéphanie, et merci beaucoup Stéphanie pour avoir organisé tout cela, et moi-même ou l'équipe de la RPS pour répondre aux questions que vous auriez par rapport au programme, que ce soit pour les aspects membres entreprises visées, pour les aspects points de collecte ou pour les aspects, comme je l'indiquais, parties prenantes qui seraient impactées et qui souhaiteraient avoir davantage d'informations sur le programme. Donc, avec cela, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Je souhaite juste encore une dernière fois remercier tous nos partenaires, Recy-Québec et le ministère en particulier, pour avoir créé cette présentation et tout particulièrement Nicolas pour l'avoir co-animé. Et je vous dis à très bientôt pour la fin de la préparation et le lancement du programme de la RPS au Québec. Merci beaucoup et bon long week-end de Pâques.